Voilà, mesdames, messieurs, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être ici aujourd'hui dans cette dernière séance de notre séminaire « Le droit de la science ». Nous sommes ravis, pour clore cette belle série de séminaires, d'accueillir aujourd'hui Mamadou Diawara, qui est titulaire de la chaire d'anthropologie de l'université Goethe de Francfort-sur-le-Main en Allemagne. Depuis 2004, il est aussi directeur adjoint de l'Institut Frobenius et, très intéressant pour nous aujourd'hui, également directeur fondateur de Point Sud, qui est un centre de recherche sur le savoir local à Bamako, au Mali, depuis 1998. Actuellement, Mamadou Diawara dirige le Marion Institute for Advanced Studies, qui est un institut d'études avancées, à Accra, au Ghana. Alors, les recherches de Mamadou Diawara, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, qui vont le découvrir aujourd'hui, portent sur la propriété intellectuelle et les droits d'auteur, l'histoire et les cultures orales et savoirs locaux, notamment en Afrique subsaharienne, et plus généralement les mobilités de la migration en lien avec ces deux sujets. Alors, la conférence qu'il nous propose cet après-midi sur les droits d'auteur aux prises avec l'histoire et le quotidien en Afrique subsaharienne se situe au croisement de tous ces savoirs qu'il maîtrise si bien. Et donc, nous nous réjouissons beaucoup de t'entendre. Bienvenue, cher Mamadou, et un grand merci d'avoir accepté cette invitation. Merci. Merci infiniment, Samantha. Mesdames, Messieurs, chères auditrices, chers auditeurs, permettez-moi de dire merci de tout cœur à Madame la professeure Samantha Besson de m'inviter dans cette prestigieuse institution. Je n'oublie pas le secrétariat qui a mis tout en œuvre pour me permettre de m'adresser à vous. Et donc, comme vient de le faire remarquer Madame la professeure, je suis plutôt à la marge des disciplines qui sont représentées par soi-même. Je suis plutôt anthropologue et historien. J'essaie de vous entretenir des droits d'auteur aux prises avec l'histoire et le quotidien en Afrique subsaharienne. Et lorsque j'ai lu votre présentation liminaire, vous avez adopté ce que vous avez appelé cette double entrée entre le droit en science et la science en droit. J'ai trouvé ce jeu-là tout à fait intéressant, n'étant qu'anthropologue et historien, et ces questions m'étant, moi, assez étrangères, j'ai essayé d'adopter le biais des droits d'auteur pour y trouver un peu mon compte. Et en vous lisant, je me suis rappelé cette question que pose le sociologue mozambicain Elisio Salvador Macamo en écoutant. Et je me suis posé la question, comment rendre l'Afrique intelligible à partir de termes forgés ailleurs, en l'occurrence l'Occident impérial. J'ai dit, je tente de commencer par là, avant de prendre du recul dans le temps pour convoquer l'histoire. Le discours scientifique est pavé de concepts comme la démocratie, le droit, l'auteur, le droit d'auteur, pour ne citer que ceci. Et suivant un peu ce que Macamo disait dans son article, il recommandait de considérer, de prendre par exemple la démocratie comme un objet ethnographique qu'il conviendrait d'analyser afin d'en assurer le meilleur usage possible, au lieu de le considérer, ce concept-là, au lieu de le considérer comme un produit fini prêt à être exporté à travers le monde. Alors, cette posture par rapport au concept de démocratie, considérer ça comme un objet ethnographique, c'est cette expérience qui nous guidera quant au terme droit, au terme droit d'auteur. Alors, loin de moi toute tentation de chercher à savoir comment se dit l'auteur
en Afrique subsaharienne, ça n'a pas d'objet. Emmanuelle Olivier y a consacré de très belles pages lorsqu'elle s'est occupée justement du cas de Djenné. Alors moi, pour ma part, il s'agira de comprendre comment les... Alors il s'agira de comprendre comment les artistes et de comprendre comment les... Voilà. Il s'agira de comprendre comment les actrices et acteurs en cause comprennent ces droits sur place et en font usage au regard de leurs expériences dans la production du savoir chez eux ou chez elles. Alors, pour ce faire, je me réfère au philosophe des sciences français Bruno Latour dans ce qu'il a écrit dans Pandora Hope, qui, avec justesse, constatait comment la science dissimule le processus par lequel elle produit la technologie. Alors, le scientifique, à suivre ce que Latour écrivait en l'occurrence, le scientifique présente ses conclusions, les conclusions saillantes de sa quête, sous forme de concepts. Alors, ces concepts sont là, mais parallèlement, on escamote l'itinéraire de ces concepts. L'itinéraire n'est plus là. Alors, Latour appelait ceci la mise en boîte, la mise en boîte noire. Alors, cet obscurcissement de l'itinéraire d'un concept, pourtant, est la marque de fabrique de la science qui est synonyme de lumière. Alors, obscurcissement et lumière, vous voyez un peu sur quoi je voudrais attirer l'attention. Alors, ce phénomène me rappelle le marcheur dans mon Sahel natal, mieux dans le désert, dont les traces des pas sont balayées à jamais par l'harmattan. Il s'agit d'une pratique pourtant quotidienne, quasiment d'une loi non écrite de la science, une sorte de loi qui est là, on obscurcit ce processus. Alors, considérons le droit d'auteur qui, sous vos latitudes ici, semble aller de soi. Il y a tellement de bibliothèques, de librairies ici. Alors, ça semble aller de soi, en dépit des escarmouches très, très régulières qui opposent de plus en plus de spécialistes, juristes notamment, aux auteurs et aux multinationales dotées de droits. Je vous propose d'interroger la boîte noire des droits d'auteur, de dépioter cette boîte, de la dépioter sur des terres qui les découvrent sous le joug colonial. Commençons par interroger brièvement l'auteur, puis ses droits, à l'aune de l'histoire et du quotidien en Afrique subsaharienne. Alors, à en croire Bernard Edelman, on ne saurait parler de droit d'auteur avant l'invention de l'imprimerie au XVIe siècle. À la fin du XVIIe, on se battait encore pour différencier l'auteur du négociant et du noble. Il fallait reconnaître l'auteur comme un nouveau travailleur, un nouveau type de travailleur à part entière, qui ne doit qu'à lui et à lui tout seul sa réussite. Alors, Foucault insiste avec raison sur la fonction d'auteur qu'il considère caractéristique de l'ère industrielle et bourgeoise d'individualisme de propriété privée depuis le XVIIIe. Et Roland Barthes en a scellé tout simplement le cercueil, la mort de l'auteur. Alors, comment l'auteur s'individualise-t-il? Et pour répondre à cette question, j'interroge la fonction d'auteur en amont dans une contrée marquée du droit, marquée du sceau du verbe, et dans une contrée qui baigne dans l'écriture. Rappelons tout simplement les chroniques de Tombouctou, 16e et 17e siècle, ainsi que la langue
histoire en partage avec l'Europe. Et pour cela, je passe au deuxième élément de mon papier, le droit d'auteur à la mode de chez nous. Ici, je me concentre sur le fait suivant. Il est question de démontrer dans cette partie, dans ce passage, combien est erronée la croyance ancrée de l'anonymité des textes et de la culture matérielle dans un contexte empreint d'oralité. Très souvent, on dit, dans ces cultures orales, c'est comme ça qu'on dit, les textes sont anonymes. Des exemples du monde mandé, du monde yoruba et du sud-est du Cameroun serviront à cet effet. Donc, je donnerai ces quelques exemples-là pour illustrer mon propos. Le premier exemple, c'est celui du monde mandé, de l'époque des patrons souverains, je dirais. Ça, ce serait le premier exemple. Le second sera du pays Yoruba, du monde Yoruba, et le troisième sera du côté du sud-est du Cameroun. Premier exemple, le monde mandé. Je ne vous ferai pas l'insulte d'insister sur la définition, mais très rapidement, le monde mandé couvre entièrement ou en partie les actuelles républiques du Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, la Mauritanie, le Sénégal, avec des enclaves au Niger, au Nord Bénin, sans oublier les enclaves au Libéria et en Sierra Leone, pour ne citer que cela. Alors, dans ces pays-là, le griot, femme ou homme, qui sont les poètes consacrés, se réfèrent souvent aux créateurs de leurs textes, aux créateurs de leur œuvre. Ils se réfèrent à la source, comme pour convaincre l'auditoire de la véracité du récit. Alors, de beaux exemples parsèment la légende de Sundiata, héros du XIIIe siècle, où le récit du griot renvoie régulièrement à Sundiata lui-même, ce héros du XIIIe, et comme pour donner l'impression que ce qu'il dit est vrai, ou ce qu'il dit est vrai. Ainsi s'efface le poète ou la poétesse pour non seulement marquer du sceau de la vérité son texte, mais aussi pour se permettre de se mettre en arrière-plan en mettant le héros au premier. Alors, je vous propose d'observer la relation qui lie le producteur des récits oraux dans le monde mandé à son protecteur. Alors, vous avez toujours le griot, vous avez son protecteur, et vous avez donc ce rapport de patron à client, qui est sous-tendu par une très longue histoire, que ce soit cette histoire de l'époque du Ouagadougou, du Mali, du Songhai et au-delà. C'est ce que je vais essayer d'illustrer au pas de charge. Prenons le premier exemple, c'est celui du royaume du Ouagadougou, 4e, 11e siècle à peu près. Là, les musiciens patentés de l'aristocratie au pouvoir, ils s'appellent encore les Guesserous. Leur rôle, c'était de produire et conférer ce que Jean Bazin appelle les signes de la puissance. Les signes de la puissance, voilà ce qu'ils produisent, et ils produisent ceci dans le cadre de généalogies, de très longues généalogies qui peuvent durer des heures, des dizaines d'heures lors de veillées officielles. Et ces Guesserous constituaient un groupe de clients de cette aristocratie, et chaque famille de patrons se réservait et à vie les services d'une famille particulière de clients. Et ces clients produisent pour ces patrons, et les premiers témoignages relatifs à ces gens de médias à la cour du souverain du Ouagadougou datent du XIe siècle. Je vous renvoie aux travaux d'El-Bekri. Le second exemple, c'est l'époque de l'Empire du Mali, c'est le XIIIe, XVe siècle à peu près. Ce sont là, ce ne sont plus les griots, ce ne sont plus les Guesserous, ce sont les Djeliou, on l'appelle Djeliou, qui se sont imposés comme diseurs à la cour, diseurs professionnels à la cour. Et le premier souverain de l'Empire,
naissant à l'époque, il a posé un geste fondateur au XIIIe siècle en se trouvant un chroniqueur spécialisé, un chroniqueur professionnel. Il répond à cette logique séculaire du pouvoir qui se reflète dans les mots de Louis Marin. Je cite Louis Marin au sujet du projet d'histoire de Louis XIV que nous rappelle utilement Jean Bazin, je cite, « Le roi a besoin de l'historien car le pouvoir politique ne peut trouver son achèvement, son absolu, que si un certain usage de la force est le point d'application de la force du pouvoir narratif. » Là, il y a ce rapport subtil entre le pouvoir narratif et le pouvoir politique. Fin de citation. Les travaux sont légion qui se sont penchés sur le rôle des griots comme intermédiaires, diplomates et entremetteurs, etc. Je ne reviendrai pas là-dessus. Les gens du pouvoir, dans le monde mandé, ont consacré tout un groupe social, celui des griots, à produire l'information, à la proclamer sous forme d'éloge de leur patron. Et ces hommes et ces femmes qui ne se privent guère de remontrances et de critiques à l'égard de leur patron, voire du souverain, veillent en permanence. Au Ouagadougou, autant que dans le monde mandé, le diseur se sert d'un instrument qui lui confère une aura. Ce qui est joué sur luth a quelque chose de savant, de mystérieux, de même que ce qui est joué sur le xylophone. Ceci faisant, les instrumentistes adoptent d'autres airs, ils adoptent d'autres hymnes, ils adoptent d'autres instruments, des pas de danse, des chorégraphies. Autres. On ne se contente ni de sa voix, ni de son instrument d'origine. Bien au contraire, on diversifie, on intègre d'autres instruments, d'autres médias. On diversifie, à preuve, l'ensemble instrumental qui anime la cour de l'empereur du Mali au XIVe siècle, dont nous rendait compte Ibn Battuta, témoin oculaire de l'époque, 1347 par là. Ce mode d'organisation, le modèle, il n'a pas changé à l'époque du Songhai. Le Songhai, 13e jusqu'au 16e siècle, ici, pour ceux qui se rappellent cette période, c'est l'empereur Askia Mohamed, qui est un descendant de la diaspora soninké qui émigra du Ouagadougou vers l'Est, qui entretenait dans sa cour des traditionnistes professionnels qu'ils appelaient les Djesserou. Ce n'est plus les Guesserou, mais c'est les Djesserou à l'Est. Et ces professionnels chantaient la gloire de leur patron, dont ils peuvent être aussi des critiques acerbes. Es-Saadi, dans le Tarikh Soudan, cite son éloquent informateur, qui n'était autre chose à l'époque que le chef des Djesserou, c'était au XVIe siècle. Paulo Fernando de Moraes Farias fait état de population du Borgou aux confins des frontières actuelles du Bénin et du Nigeria, qui disposent de spécialistes de la parole qui chantent des textes en soninké ancien, que là-bas ne comprennent plus, mais quand on les chante du côté du Sénégal ou du Mali ou de la Mauritanie, on est encore capable de comprendre certains de ces textes qui sont devenus des cryptolangues du côté des frontières orientales de l'Empire. Alors, on aurait pu penser que les djihad du XIXe siècle perturberaient cet ordonnancement des faits politiques et sociaux, mais loin de là. Lorsque nous essayons de voir ce qui s'est passé à l'époque du XIXe siècle, nous voyons que ces souverains du djihad ont eu recours aux mêmes poètes et aux mêmes poétesses de façon intéressante. Alors, une fois au pouvoir, ils ont opportunément combiné les services des chroniqueurs des païens avec les turiféraires du prophète. Et ça, c'est un mélange assez intéressant. Et la période coloniale, milieu du XIXe siècle, fin du XIXe siècle, qui bouleversera les structures économiques locales,
se sont bien intégrés à ce type d'ordonnancement du savoir et de production des connaissances. Alors, les nouveaux élus de ce que l'autre a appelé les soleils de l'indépendance ont vite fait de vouloir s'approprier les oripeaux du pouvoir précolonial chancelant que sont les chroniqueurs locaux. Donc, ces chroniqueurs locaux ont été remis en service ou gardés en service pendant la période coloniale. Et les villes post-coloniales, et c'est là où ça devient intéressant, les villes post-coloniales grouillent de migrants, parmi lesquels les chroniqueurs et les chroniqueuses eux-mêmes, prêts à monnayer leurs services aux plus offrants. Le bouleversement de ces infrastructures politiques et économiques précoloniales se traduit sur le terrain par l'émergence de nouveaux acteurs et de nouvelles actrices. Certaines personnes, évidemment, de ces nouveaux qui essaiment, cimentent cette ascension sociale en recourant à ces gens de la parole au besoin pour se faire encenser. C'est bien d'avoir son propre griot, sa propre femme griot qui vous encense, qui vous fait monter et qui vous glorifie. Que les diseurs du monde mandé tiennent à rappeler l'origine du texte proféré, rappellent irrésistiblement des textes précieux de Karine Baba au sujet de la citation dans les textes de la littérature yoruba. Voyons ce qu'elle nous en dit, voyons cet exemple yoruba. Et là, Baba distingue deux genres dans la production orale yoruba. Elle parle de oriki et de ita. Le premier, c'est-à-dire oriki, c'est un récit essentiellement féminin, partiellement à caractère historique et qui est souvent chanté. C'est assez usuel d'entendre chanter le oriki. Et chaque texte, et c'est là où c'est intéressant pour nous, chaque texte rencontre d'un texte inachevé dont les éléments de compréhension sont dans d'autres textes divers, ou bien dans l'intelligence du destinataire du message. C'est-à-dire, vous décryptez au fur et à mesure que vous écoutez la personne qui chante, la femme qui chante. Quand on prend le cas de Ita, le Ita, c'est un récit essentiellement masculin, un récit d'homme qui rend compte de l'histoire et qui est rarement relaté, en revanche. Mais Oriki, qui est le cas des femmes, est constitué de matériaux identifiables. C'est ce qui est intéressant pour nous ici. De matériaux identifiables provenant de répertoires déjà existants. C'est-à-dire qu'on arrive ici à repérer les éléments déjà préexistants. Le texte est serti de classiques comme les morceaux de divination, comme des proverbes, des devinettes, des chansons. Alors, le nom de la personne qui a chanté, le nom de l'autrice importe peu. L'essentiel ici, c'est le récit, c'est le texte identifiable. C'est le texte qu'on réveille et la citation, ici, est au cœur de la composition. On cite. Alors, la citation produit deux effets. D'abord, la compétence de la compositrice-interprète à maîtriser une profusion de matériaux textuels. C'est une profusion. On cite et sans arrêt, et c'est ce qu'on cite est identifiable. Nous sommes loin, dans ce cas, d'une cécité ou d'une incompétence. Bien au contraire, nous sommes au summum de l'accomplissement artistique. Ensuite, ces fragments cités attirent l'attention sur l'existence de textes qui préexistent le flux du discours quotidien, du discours ordinaire. Nous sommes bien au-delà de l'intertextualité qui est la condition sine qua non de toute littérature. Nous sommes bien au-delà de cette intertextualité. Nous réalisons que citer ne relève ni de la paresse, ni du vol, mais d'une forme de respect pour le texte auquel une nouvelle
vie est offerte, plus que jamais projetée dans l'avenir, prêt à bénéficier aux générations futures. Donc on cite et on destine ça de nouveau à d'autres oreilles. Retenons ici, et cela est fondamental, que le nom des autrices ne sont pas une préoccupation. Cela n'est pas l'important. L'essence gît dans la citation de textes, de fragments identifiables. Là, je passe au prochain exemple. Cette fois-ci, le troisième exemple, c'est celui du sud-est du Cameroun. Il s'agit des Ekpe chez le peuple Ejagam. Ute Reuschenthaler, ma collègue de Mayence et de Francfort, elle consacre une analyse de qualité à une société secrète, les Ekpe, chez le peuple Ejagam, au sud-est du Cameroun. Elle met en évidence la question passionnante et souvent oubliée du droit de propriété dans une société où la communication est à dominante orale. Et c'est cela qui nous intéresse ici. Reuschenthaler nous conduit sur les sentiers inexplorés de la culture matérielle pour documenter son exemple. Elle explique, document écrit du début du XIXe siècle à l'appui, comment les villages ont un intérêt objectif à acheter des droits plutôt qu'à copier des danses et des masques. C'est-à-dire, on préfère acheter des droits sur ceci ou cela au lieu d'acheter justement ces danses et ces masques. On ne les copie pas. On essaye d'acquérir des droits là-dessus. Acheter, pourquoi acheter? Acheter permet d'acquérir du prestige. Acheter son alliance signifie que l'on fait partie d'un réseau qui se défend et prétend et prévient les contrefaçons, parce qu'on essaye de prévenir les contrefaçons. Pour ça, on s'agrège, on s'associe. Cependant, dès lors que l'alliance devient une marchandise, on ne peut plus la protéger. C'est dire qu'ici, les droits d'auteur ne protègent pas les auteurs, comme c'est le cas en Occident, mais les propriétaires qui constituent l'alliance. Et dans ce contexte, on achète plutôt des droits à la propriété, mais pas le copyright. En outre, écrit Mme Reuschenthaler, si le copyright signifie protéger le savoir des personnes pour le rendre accessible à tous, alors il n'y a pas de copyright chez les Ejagam. Il fonctionne tout à fait autrement. Que dire de ces trois cas que je viens de parcourir, du monde mandé, du monde Yoruba ou du sud-est du Cameroun? Retenons que le clan des poètes a toujours eu un patron attitré dont il est le spécialiste incontesté de l'histoire. Quoi qu'il en soit, leur savoir appartient à leur patron qui se doit en retour de les combler de cadeaux et avis. Les spécialistes de Oriki et de Ita au Nigeria continuent, disons, également à produire dans un contexte ouvert au monde, avec toujours cette fascination pour la citation. De même en est-il des sociétaires du Ekpe qui achètent des droits. Dans ce contexte-là, que se passe-t-il dès lors que l'État postcolonial, sous la houlette des organisations internationales, que cet État décide d'octroyer des droits d'auteur aux créateurs que sont notamment les griots ou que sont ces actrices et acteurs que je viens de vous décrire. Et pour ce faire, nous passons au troisième temps de notre papier, c'est le temps du droit, le droit positif. Que dire donc? Qui parle de droit d'auteur se rend en Suisse. La Convention de Berne,
qui visait la protection des droits des écrivains et écrivaines d'Europe et des colonies date de 1886. Je ne vous apprends rien. Mais c'est dès l'année 1978, sous la férule de la Convention de Berne et de ses avatars, que plusieurs pays africains ont créé ce qu'on a appelé les bureaux des droits d'auteur. L'objectif avoué des promoteurs de cette entreprise était et demeure d'établir les droits d'auteur d'après le paradigme occidental à travers tout le monde, pour le plus grand bonheur, pensait-on, le plus grand bonheur des créateurs, notamment les artistes compositeurs. Alexander Peukert, le juriste, montre bien à l'aide d'une documentation fournie l'héritage colonial du système des droits d'auteur. À la fin des années 1980, protéger les droits d'auteur devient la grande mode. Des brigades de police ou de gendarmerie qui, renforçant la douane, envahissaient les entrepôts et les autres établissements de commerçants qualifiés de pirates. Les exemples notamment du Burkina Faso, du Cameroun, du Mali, du Nigeria et d'Afrique du Sud sont à cet effet éloquents, et d'autres exemples les amplifient. Inutile de rallonger la liste. La compétition faisait rage entre contrefacteurs, musiciens et autorités à cette époque. Le mot d'ordre était, je cite, « aller plus vite que les pirates ». Pourquoi ? Aller plus vite que les pirates afin d'écouler sa marchandise originale avant que les contrefacteurs ne s'en emparent pour inonder le marché. Donc il fallait aller plus vite. C'était vraiment la course à celui qui sera le plus rapide ou à celle qui sera la plus rapide pour évacuer la marchandise. L'État, en s'attaquant à ce marché, s'attaque à une institution robuste et connue partout dans les pays du Sud, où le marché envahit les trottoirs que Harbin Singh décrit passionnément en Inde. Sundarama l'avait déjà analysé en considérant justement la piraterie en Inde comme la sœur jumelle du contrôle accru de la propriété intellectuelle. Dans le cas d'espèce, les cassettes, les DVD et autres gadgets électroniques, évidemment, y compris ceux qui sont dématérialisés, et d'autres marchandises en cause sont ici au cœur de ce conflit qui oppose autorités et vendeurs illicites. Daniel Krebs analyse à Bobo Dioulasso au Burkina le cas de vendeurs dont le sort rappelle bien ceux qui arpentent les rues en Inde ou au Pakistan chargés de produits contrefaits. Les deux autres auteurs dont je viens de parler, c'est-à-dire Singh et Sundarama, ces deux auteurs comparent le sort de ces jeunes vendeurs, de ces jeunes gens, à des serfs des temps modernes. Et Labato, quant à lui, considère la piraterie comme une forme de résistance populaire contre le capitalisme, d'après son interprétation. Il rappelle à ce sujet l'interprétation de Sundarama qui oppose la modernité pirate, c'est-à-dire pirate modernity, à cette modernité monolithique et impériale de l'Occident. Donc pour lui, il y en a deux. Il y a une modernité impériale, monolithique, droit d'auteur, qui fait face à cette modernité de la piraterie. Se confrontent donc s'affrontent ici donc deux types de modernité et qui s'affrontent et continueront de s'affronter sur le terrain. Alors, rejoignons ce dit terrain
pour en faire rapidement l'état des lieux, qui se termine par une mise en perspective de la propriété intellectuelle des biens immatériels et avec d'autres objets analogues. Je m'en vais passer à cet état des lieux. Alors, état des lieux, je me contente d'un bref résumé ici, fondé sur mes enquêtes ethnographiques, confirmées par d'autres, pour montrer comment libéraliser, en créant un secteur économique culturel lucratif privé, comment cette entreprise échoue. Alors, il rend compte, ce type d'entreprise, cela rend compte de la greffe qui ne prend pas, pour reprendre la belle formule de Alan Watson. La mode des droits d'auteur s'abat sur l'Afrique subsaharienne à partir de des années 1970, comme je l'ai souligné par ailleurs. Au Mali, tout commence en 1978, date où un petit bureau est ouvert dans la cour du ministère des ministères de la Culture. Alors, peu étaient au fait des objectifs de ce bureau à l'époque. Aujourd'hui, enfin, je parle de l'année des années 2009-2013 où j'ai effectué des enquêtes ethnographiques. À l'époque, c'était 33 personnes qui s'occupaient de cette affaire. Ce n'était plus un petit bureau. En juin 1984, le Parlement a voté la loi fixant les sanctions encourues en cas de contrefaction, faisant de la lutte contre ce délit un domaine d'intervention de l'État via une institution qui a été créée qui s'appelle le Bureau malien des droits d'auteur. Alors, que dit l'État via ce bureau? Que font l'État, les producteurs et les artistes dans ce contexte? C'est la question qui nous intéresse. Alors, un des agents chevronnés du bureau, en charge de l'enregistrement des œuvres des néo-artistes, leur disait ce que l'État et l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle leur demandaient. Je cite. Alors, une œuvre, c'était en bamana, j'ai traduit ça en français, une œuvre pour un individu est comme une bêche qui lui sert d'instrument. Jadis, ce n'était qu'un divertissement. De nos jours, avec le droit d'auteur, on a un instrument et on en vit. C'est notre devoir de vous dire que ce que vous avez créé peut vous aider pendant 50 ans après la mort du dernier qui a concouru à la mise en œuvre de l'auteur. Et la tendance, c'est 70 ans, figurez-vous. Alors, fin de citation. Alors, un tel discours peut bien sûr allécher nombre de sociétaires ou des candidats sociétaires. Mais pas toujours, car un des hauts responsables du bureau à l'époque disait ceci, je cite, « Ah, c'est pas simple, hein. Nos difficultés sont avec ceux-là même que nous voulons protéger. » Alors, ils veulent de l'argent, c'est-à-dire des droits, sans respecter les procédures. Le bureau des droits d'auteur, n'est pas un service social. Fin de citation. Alors, les artistes, forts de leurs nouveaux droits, tendent donc à s'imposer. Comme ils sont tous de la même société, les règles dictées par les droits d'auteur ne régissent pas toujours leurs rapports, mais parfois ce sont des rapports plutôt personnels ou sociaux, des rapports, des relations personnelles ou sociales que l'artiste ou l'employé du bureau fait intervenir. Ce n'est plus le droit, mais ce sont nos rapports personnels. Alors là, il y a une espèce de chevauchement de registres de droit. Se font face le partenarisme de l'État qui veut prendre en charge et protéger l'artiste auquel des droits sont octroyés et les employés de l'État aux prises avec leur propre réseau. Chacun des protagonistes cherche à naviguer le mieux possible, évidemment.
Cela nous renvoie à la notion d'imbrication que suggère Hansen quant au déploiement de la stratégie de réduction des émissions dues à la déforestation au Ghana. Là, il parlait d'imbrication. Pour Hansen, cette opération de réduction des émissions, cette opération est bien au-delà du fonctionnement, bien au-delà de la mise en œuvre de décisions technocratiques rationnelles, mais au cœur, ce type d'action est au cœur du fonctionnement de toute société. Alors, il y a le droit qui est un fait social total par excellence, qui fait face à un terrain, à une réalité, qui est aussi un fait social total. Ici s'affrontent ou s'interpénètrent des faits sociaux totaux de deux natures différentes. C'est ce qui est ici à l'ordre du jour. Alors, que fait l'État au-delà de saisir des contrefaçons? Que fait l'État au-delà de se battre contre des pirates? Alors, la libéralisation engagée par l'État a provoqué dans ces pays-là l'émergence de stations de radio et de télévision privées. Rien qu'en 2010, au Mali, 300 stations de radio privées fonctionnaient. Cependant, jusque-là, il n'y avait que des chaînes d'État qui étaient sur le marché. On est passé à 300. Alors, pendant ce temps, aucune redevance n'était payée aux artistes qui travaillaient dans les orchestres ou dans des groupes financés par l'État, ou comme de simples individus qui dépendaient de leurs bienfaiteurs à titre privé. Évidemment, les artistes cumulaient joyeusement ces deux statuts, c'est-à-dire individus et employés de l'État. Et c'est dans ce contexte que l'État vota un budget afin de s'acquitter des droits d'auteur des artistes. L'État fait ceci. Cependant, cet exemple venant du gouvernement ne fut pas suivi par les entreprises privées. En plus, ces privés brandissent l'épouvantail de la démocratie et de la liberté pour mettre en garde le bureau dans sa mission de contrôle et de mise en œuvre effective des droits d'auteur que lui a confié le nouvel État. C'est-à-dire que le bureau veut contrôler la mise en œuvre des droits d'auteur et les privés disent « mais non, au nom de la démocratie, vous n'avez pas le droit de nous contrôler ». Et ça fait un problème qui se pose entre les deux. Que disent et font les promus et les autres prestataires? Cela est intéressant pour nous. Alors, les droits d'auteur, quand on y voit de près, sont réservés à une certaine élite de la scène. Alors, ils sont légion, les artistes des deux sexes qui publient des cassettes à l'époque, ou des DVD ou autres en 2009, qui ne visent pas du tout des droits, mais au contraire, ils publient ces choses pour se faire connaître à l'international ou au national et pour pouvoir faire davantage de performances. Les spécialistes de l'exécution publique des chants, des danses, que sont les griots et autres, sont réputés pour les spectacles. Qu'importe si elles publient par ailleurs des cassettes, des DVD ou autres, cela ne les intéresse pas. Les majeurs de la scène, en revanche, connus à l'international, sont hostiles à ce type de manifestation publique. Ils réservent leurs prestations, obéissant ainsi aux dictats des producteurs, tout en protégeant leur renommée. Mais qu'on ne s'y méprenne, les artistes, quels qu'ils soient, combinent harmonieusement les deux types de forums. Les rampes de la scène globalisée, les salons de concert des capitales ou les salons feutrés des nouveaux riches, voire les rues de Dakar ou de Yaoundé. Les frontières entre les élites de la musique, de la pop musique et autres, les frontières entre les élites et les gens de commun sont étonnamment poreuses. On peut passer très facilement de l'un à l'autre. Au-delà de la musique
essayons de voir un peu au-delà de ce que je vous ai dit au sujet de la musique pour voir si on peut établir des ponts entre ce domaine musical et celui des performances et d'autres. Alors, nous avons vu comment les droits d'auteur introduits dans les sociétés africaines tentent de soumettre ce que l'autre a appelé soumettre l'ensemble des activités humaines à la tutelle du marché, pour reprendre la formule de Loïc Wakan. Cette tentative rappelle à s'y méprendre une autre qui mérite d'être comptée afin d'établir une comparaison tout aussi hardie que passionnante avec la bioprospection. Ensuite, nous considérons ce qu'en pense le droit. Jean Foyer et d'autres ont étudié la synergie entre la conservation de la biodiversité et le marché. Par analogie, on peut établir le même type de relation entre la valorisation des biens immatériels et le marché. Alors, il se déroule sous nos yeux ce qu'on appelle une innovation politique qui emprunte l'instrument du marché pour transformer les structures d'organisation sociale. Comment peut-on analyser le cas de la propriété intellectuelle fondée essentiellement sur l'auteur romantique, imposée par l'Occident, dans les sociétés qui l'ignorent? Alors ici, les ressources génétiques, comme les ressources culturelles, entre autres la musique, sont érigées en matière première, en biens. En témoigne le vocabulaire mobilisé à cet effet. Bien culturel immatériel. On s'en approprie allègrement, comme le montre le titre éloquent de l'ouvrage que Michael Brown consacre à la question. Who owns culture? Il s'agit vraiment de la propriété. Alors, la reconnaissance des soi-disant savoirs traditionnels donne une légitimité socio-culturelle, tout cela entre guillemets, légitimité socio-culturelle, à la promesse de la bioprospection, c'est-à-dire ça devient légitime, ça devient sérieux. De même en est-il de la question des matières premières que désormais représentent les biens culturels immatériels, à l'exemple de la musique. Mieux, comme la bioprospection, l'introduction des droits d'auteur, je cite, doit permettre de mettre en œuvre des mécanismes de développement au profit des communautés locales. Fin de citation. Il s'agit là de les développer. Dans le cas de la musique, point de question d'objectifs environnementaux de conservation de la biodiversité, comme dans le cas de la bioprospection. Encore moins parle-t-on ici de développement durable, même si ceci sonne toujours en creux. On entend toujours cela en creux. Alors, il est sans conteste que les deux domaines partagent la logique de la promesse, si vous voulez. Et cette logique de la promesse est omniprésente. Cette économie de la promesse est au cœur des deux. Faites ceci, cela donnera ceci. Faites cela, cela aboutira à cela. Qu'a-t-on fait en ce qui concerne les droits d'auteur? Et c'est ce qui nous intéresse. Alors, vous avez une kyrielle de chiffres qui fusent afin de convaincre l'État de l'énorme potentiel culturel existant à condition de privatiser dans le cadre du droit d'auteur. Le Bureau malien des droits d'auteur, qui allègrement reprend les chiffres de la Banque mondiale, estime en 2005 le potentiel du marché des cassettes à 15 milliards et demi de dollars. 15 milliards et demi, et on pense que 80% de ces 15 milliards vont en fumée, sous forme de fumée, à cause de la piraterie. Alors ça, c'est de l'ordre de 14 milliards qui s'envolent comme ça. Du côté de l'Afrique du Sud, le son de cloche n'est pas différent. L'Afrique du Sud promeut le discours officiel suivant: faire absorber par l'économie dominante
l'économie culturelle informelle dormante pour annoncer une aube synonyme d'industrie créative, de plein emploi et de sécurité sociale, écrivait Erlman à ce sujet. Pour ce faire, pour arriver à ce niveau, la guerre fut déclarée à la piraterie et la nation arc-en-ciel était aux portes de l'apocalypse avec une perte annuelle de 24 millions de dollars. Des unités de l'armée sud-africaine, de la police et une alliance d'associations industrielles, ont saisi des dizaines de milliers d'enregistrements en 2012. Mais 2 ans plus tard, la ferveur s'est complètement émoussée. On n'en parle plus. Ce qu'on a fait, c'est de mobiliser un plaidoyer épistémique, c'est-à-dire faites ceci, vous allez vous développer, vous allez réussir, et pour ce fait, suivre des chiffres. Les chiffres qui sont un instrument essentiel dans la politique d'expansion des droits d'auteur. On promet au pays des sommes mirobolantes, il règne ce que Alain Supiot appelle la foi dans les nombres, au point qu'on en vient à rêver que, je cite, « le nombre seul fait la loi et le droit ». Ces prophètes du chiffre et leurs apôtres occultent au passage une problématique fondamentale, celle des « poor numbers » que Morton Jervens a eu l'intelligence d'analyser au sujet de l'Afrique subsaharienne. Je m'en vais conclure. Au-delà du fait de réduire le griot à un vil artiste-musicien, une des conséquences majeures est que sa musique, transformée en produit, est censée lui revenir personnellement. Ce faisant, il est reconnu en tant qu'individu. Or, jusque-là, il représente tout un clan. Cet individu, élu des organismes qui représentent les droits d'auteur dont l'État est le marché, cet individu confisque tout un patrimoine. La question reste entière quant à la place que les droits d'auteur, qui semblent ne cibler que le produit musical, accordent à l'ensemble du contexte historique qui génère justement cette musique. Pour le moment, les droits d'auteur semblent perdre de vue l'essence des valeurs culturelles historiques que véhicule une œuvre collective, comme le remarque Andreas Rahmatian. Les gens du commun, confrontés aux conséquences de la mise en œuvre des droits d'auteur, s'interrogent. Alors, pourquoi accepter ce droit qui ignore nos normes millénaires en cours? Comment accepter que les lois venues d'ailleurs signifient l'obsolescence de nos usages? Comment accepter ceci? Comme la bioprospection, l'introduction des droits d'auteur soulève des espoirs d'enrichissement et de promotion vite dessus. En attendant, la musique, la danse et les formes de performances diverses y afférentes se retrouvent soumises à l'injonction à valoriser économiquement ces ressources. Valoriser, valoriser, valoriser. Face à cette réalité, les actrices et acteurs abandonnent les pratiques les plus risquées, notamment la contrefaction à visage découvert depuis la Chine. Plus que jamais, ils diversifient leur champ d'action avec ou sans droit. Ils multiplient les patronages tout en optant pour les nouveaux entrepreneurs des métropoles, qu'ils soient au pays ou pas. Quoi de mieux que de les suivre en Asie, en Europe ou en Amérique? Plutôt cultiver cette flexibilité séculaire que de se fier à un nouveau patron, soit-il l'État postcolonial et le marché, que
l'artiste ne contrôle point. Pourquoi donc, en plein 21e siècle, se river à de nouveaux patrons qui les ramènent au Moyen-Âge avec le grand désavantage de perdre tout contrôle sur le nouvel élu? La réponse, que je ne vous conte pas davantage, ne se fait pas attendre. Ils ne se laisseront pas avoir. Je vous remercie.